Eh bien, bonjour Rachel Kahn. Bonjour. On s'est vu au château tout à l'heure, donc on va pas jouer les personnes qui ne se sont pas parlé. On s'est vu, et vous savez donc, je suis présidente de l'association L'Encre Marine, qui reçoit 14 fois par an des écrivains, et donc qui a été associée aux Étonnants Voyageurs seulement cette année. Alors on m'a demandé de faire des entretiens. J'ai choisi le grand entretien, vous proposer quelque chose d'un peu plus conséquent. Et si le choix s'est porté sur vous, c'est pas du tout un hasard. Vous êtes une jeune femme que je trouve absolument formidable. Je trouve que vous avez beaucoup de courage et que vous dites les choses avec énormément de simplicité et de force. Et j'ai vraiment voulu vous interviewer et je vous remercie d'avoir accepté ça. C'est moi qui vous remercie. Donc, je vais vous donner la parole. Et quand on dit donner la parole, il faut aussi donner une vraie écoute. Vous donner la parole, c'est pas vous donner une parole pour que on parle quelques instants et puis on oublie tout. Je vous donne la parole et je vous donne en même temps mon écoute. Je ne suis pas aux aguets, je suis à l'écoute. Et ça vous changera des gens qui ont été aux aguets. Voilà. Alors, je vais vous poser des questions, puis on va bavarder ensemble. Alors, vous êtes issu d'un mélange, d'un vrai mélange. Maman juive polonaise, papa né entre le Sénégal et la Gambie, d'origine musulmane, il était animiste au départ. Et actuellement, vous êtes co-directrice de La Place, qui est un centre consacré au hip-hop. C'est bien ça? Je ne me suis pas trompée. Donc, en fait, vous incarnez cette fameuse diversité, mais c'est un mot lourd de conflit. Vous n'incarnez pas la diversité qui oppose, vous incarnez la diversité qui unit. Seulement, malheureusement, au nom de la diversité, un des mots que vous travaillez dans votre texte, on véhicule la haine et la violence, qui est quand même incroyable. Mais c'est tout à fait le sens latin de divergence, hein, ça. Alors, selon vous, Rachel Kahn, c'est une chose très importante que j'aimerais que vous me disiez. Est-ce qu'il y a une vraie déviance du langage dans le monde d'aujourd'hui? Est-ce que c'est pas la source des problèmes? Et est-ce que dénaturer le langage comme ça, lui donner un autre sens, est-ce que ça ne le rend pas incompréhensible? Et est-ce que ça ne rend pas la communication impossible? Merci beaucoup de cette question. Déjà, je voudrais revenir sur vous remercier infiniment de vos propos liminaires sur l'écoute. Parce qu'effectivement, le lancement de ce livre a été un peu brutal, du fait principalement qu'on ne m'a pas écouté et qu'on ne m'a pas entendu. Alors après, je pourrais dire, comme Lacan le disait, il n'y a pas de malentendus, il n'y a que des malentendants. Et beaucoup de gens se sont cristallisés parce qu'ils ne voulaient pas convaincre dans un dialogue, mais parce qu'aujourd'hui, c'est dans une posture où il faut vaincre et non convaincre. Et donc, je vous remercie de ces propos parce que quand on écrit un livre, on livre quelque chose au monde et après on aimerait pouvoir en discuter posément. Et ce que je dis dans ce livre, c'est surtout l'amour et c'est surtout l'harmonie. En fait, c'est le sujet principal. Donc merci de vos propos qui ont résonné fortement sur l'écoute et qui me touchent profondément parce que ça veut dire qu'avec vos auteurs, et je ne parle pas simplement de moi, mais dans votre travail, je le sais, vous n'êtes pas dans une intention, mais vous êtes dans une attention à accompagner les auteurs. Donc je vous remercie. Après, au sujet de mon travail dans ce livre sur les mots, effectivement, c'est parce que j'aime le français, parce qu'il m'a été transmis de mes deux parents de manière différente, parce qu'on a aussi tout ce patrimoine qui est merveilleux de la francophonie, de falaise à falaise, de la métropole à la Martinique, en Guadeloupe, en passant par la Guyane, la Réunion, etc. Je voulais m'attacher aux mots parce que ça me fait mal lorsque je sais que certains mots sont dévoyés, que certains mots nous mentent et que certains mots nous tuent. Oui, ce sont des armes. Ce sont des armes. Et ce sont des armes qui agissent dans une colonisation de l'inconscient. Oui. Et donc ça va très profondément. Et une colonisation sournoise. Exactement. Et c'est pas une colonisation, c'est une colonisation territoriale de nos êtres. Et en fait, et ça je ne peux pas avoir ce genre d'échange avec tout le monde, vous comprenez bien. C'est bien dommage. Et donc, le truc, c'est que effectivement, sur le mot diversité tel qu'il est employé aujourd'hui, ça pourrait être
un magnifique mot. C'est un mot magnifique. Magnifique. Bien sûr qu'il est magnifique. Voilà, sur cette complexité, ces nuances, tout ce que nous avons à la fois de différent entre nous mais à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, c'est un mot qui est utilisé pour nous séparer. Et même, moi je l'utilise parce que c'est un mot que je considère comme un mot qui va nulle part et qui nous fait perdre en fait notre humanité, surtout quand il est employé en politique. Et quand les élus sont contents de nous dire c'est vrai, oui. Eh bien, on va faire attention à la diversité sans se rendre compte que lorsqu'ils disent ça, ils nous séparent. Parce que dans la salle, il y a des gens qui se sentent concernés et d'autres qui se sentent non concernés. Et le problème actuel, c'est aujourd'hui cette scission à chaque fois entre les concernés et les non concernés. Et la parole politique et la parole artistique, c'est pas une parole des concernés et des non concernés, c'est une parole justement qui se déploie vers universel. Voilà, il faudrait aller vers. Voilà. Vous rêvez d'universalisme, il faudrait encore bien le comprendre et comprendre vos intentions. Donc, vous pensez qu'il y a une déviance du langage aujourd'hui. Et vous pensez que quand il y a une déviance du langage, on ne se comprend plus. Parce qu'effectivement, on comprend que le mot, quand il est juste, et aujourd'hui, on est vraiment dans l'à peu près. C'est-à-dire qu'on fait dire aux choses ce qu'on veut qu'elles disent. Donc, le langage devient incompréhensible, mais alors, ça veut dire que la communication entre les hommes devient extrêmement difficile. Et c'est terrible d'utiliser le langage qui est normalement censé nous unir, censé justement dans l'échange. J'ai pas compris ce que tu as dit, est-ce que tu peux répéter autrement? Dans cette relation-là qui nous crée un peu plus que mon échange, en fait, d'utiliser le langage pour nous opposer. C'est ça. Et pour détruire la relation. Parce que c'est ce que font ces mots qui nous séparent. Ils détruisent toute forme de relation. Et en plus, ils ne permettent pas l'interprétation. C'est ça le problème aussi. C'est qu'on nous coupe de notre humanité parce qu'on ne nous laisse pas le champ de la liberté d'interpréter les mots. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a intéressé dans votre livre, parce que on voit que vous avez beaucoup réfléchi et que vous ne réfléchissez pas sur des choses en l'air. Vous ne faites pas de la philosophie de supermarché, vous dites, voilà, quand les mots retrouveront leur sens, le monde retrouvera son sens. Parce que si je me souviens bien, dans la Bible, on dit autrefois était le verbe, au commencement, pardon. Au commencement était le verbe avec un V majuscule. Et ce verbe, eh bien, c'était le langage. Si on dévie le langage, on ne se comprendra plus. Oui. Et c'est vraiment important, ça. C'est fondamental. Et donc, je l'ai écrit évidemment avec, entre guillemets, mon pédigré, et surtout à la lumière de ce que l'on voit aujourd'hui. Ces replis communautaires, ces replis d'identité figée, cette manière austère de reconstruire un entre-soi, de pointer l'autre du doigt. Bon, tout ça mais complètement insupportable. Insupportable. En fait, de s'insurger, mais dans le même mouvement, de nourrir cette haine entre nous. Et c'est ça, moi, ce truc, cette imposture me dépasse totalement. Quand on est artiste, justement, parce qu'on a quand même une fragilité en tant qu'artiste aujourd'hui. Bien sûr. Et on ne peut pas construire avec ces mots-là, ces mots vides de sens et ces mots contraires à l'universalisme et à l'humanité. Mais tout à fait. Et si vous voulez, j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit que l'identité, c'était j'ai lu ça dans une interview, un mouvement, une liberté. Et bien quand on aura compris ça, on aura bien avancé, on n'est pas dans la case définitive. Et vous, ce que j'adore chez vous, mais vraiment, alors vous allez dire, Charlotte Cabot, elle va peut-être le dire à tous les invités qui viennent, c'est vrai que les 3 qui viennent, je vais leur dire toute mon admiration. Mais j'en reçois que 3. Donc voilà. Donc vous voyez, sur 60, j'en reçois que 3. Mais je peux dire que moi, ce que j'aime, c'est quand vous refusez la case noire. Et quand personne ne comprend ça, mais vous refusez la case noire, c'est normal que vous refusiez une case noire. Vous n'êtes quand même pas simplement noir. C'est une réduction de ce que vous êtes terrible. Alors, vous avez écrit racé. Alors, ce texte, qui a été donc publié à l'Observatoire, alors c'est un mot que vous opposez à raciser. D'ailleurs, je trouve ça incroyable parce que le mot race a été supprimé de la Constitution. Et ce genre d'interrogation, ces gens qui veulent sans arrêt parler de racisme, racisé, ça nous ramène quand même à des temps très troublés, qui sont ceux de l'extermination des Juifs, et au nom de la race aryenne. Et si vous voulez, ça me rappelle que Paul Valéry disait, dans la crise de l'esprit en 1919, « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. » Et que l'humanité est vraiment menacée par ces questionnements incroyables. Alors, ce que vous avez écrit, c'est un pamphlet. Je sais que vous en reconnaissez tout à fait ce mot pamphlet.
Est-ce que ce n'est pas un avertissement que vous voulez donner à ces dérives identitaires où glisse le monde? Parce que ce n'est pas une leçon, vous n'êtes pas une donneuse de leçons, mais est-ce que vous n'avertissez pas au sens le plus noble du terme que les dérives identitaires, ça va nous emmener à quelque chose de terrible, en parlant du mot? Oui. Alors, juste une petite correction. En fait, oui, le mot race n'a pas été définitivement supprimé de la Constitution, mais il y a eu un premier vote, en fait, et ça n'a pas été totalement, ça n'a pas été entériné jusqu'au bout. D'accord. Mais en tout cas, il y a eu tout ce mouvement à un moment donné pour ne plus utiliser ce mot. Ensuite, effectivement, sur le pamphlet, merci de dire pamphlet, en plus j'adore parce que c'est très patrimonial de nos traditions françaises du pamphlet. Effectivement, c'est une alerte. Oui, mais c'est une alerte intime. Je ne veux pas, de toute façon. Vous n'êtes pas une donneuse de leçons? Non, pas du tout. En revanche, je suis une citoyenne et effectivement, il y a des choses que je ne peux pas laisser, qu'on ne peut plus laisser passer. On a eu quand même des années extrêmement douloureuses ces derniers temps, là, depuis 10-5 ans. Oui, les attentats, les crispations. C'est vrai. Et puis, cette volonté qu'ont les gens de vous faire taire aussi. En fait, on ne peut plus rien dire. C'est ça, non seulement on ne peut plus rien dire, il y a des choses qui sont empêchées. Donc, quand vous ne pouvez plus rien dire, c'est votre identité aussi à dire qui est limitée. Bien sûr. Et puis, il y a aussi qu'on est à la fois, donc on doit se taire, et en plus, on doit dire ces mots qui n'ont aucun sens et qui nous déchirent encore un peu plus. Tout à fait. Donc, la pensée unique. La pensée unique. Voilà. Et lorsque, effectivement, on me désigne en tant que toi, tu es racisé, c'est inacceptable. Mais oui, parce qu'on est dans le prêt-à-penser totalitaire. Prêt-à-penser, c'est ça. Les Noirs, puisqu'en fait, on me garde de moi. Ce qui est intéressant chez moi, c'est uniquement ma couleur de peau. Ouais. Le reste n'est pas intéressant. Tout ce que je fais n'est pas intéressant. Tout ce que je dis n'est pas intéressant. Et donc, parce que ma couleur de peau, c'est ce qui est important, je dois penser comme une Noire et telle que cette communauté la définit. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on revient à cette domination du clan, qui est dirigée par certains chefs qui vous disent « vous êtes un traître, vous êtes une Bounty ». C'est ça. Parce qu'en fait, vous ne pensez pas. Donc, en fait, vous avez le rôle d'un colon, d'un dictateur. Mais absolument. Avec un tribunal populaire qui est mis en place. Tout à fait. Alors même que je suis une citoyenne française. 100% française, comme vous le dites. 100% française, parce que mon histoire est 100% française. Mais bien sûr. Avec la Shoah, la colonisation, l'immigration. Ça, c'est très français. Et que j'embrasse ce pays, que j'adore et que je connais. Que je suis allée habiter à Brest, à Cholet, à Vous êtes une afro-yiddish tourangelle. Exactement. Et surtout, je connais ces territoires français que j'adore. Cette diversité à la française, elle est quasiment unique. Enfin, je veux dire, c'est quand même, de par l'ensemble de ces migrations, l'ensemble de ces mouvements, c'est un voyage intérieur, la France. Oui, tout à fait. On parle d'étonnants voyageurs, des Malouines, etc., ces résonances-là, mais c'est extrêmement français et c'est d'une richesse extraordinaire. C'est précieux, ça. Tout à fait. Et aujourd'hui, parce qu'on veut nous faire réfléchir en clan du prêt-à-penser, avec cette mondialisation qui vous mâche les mots, qui vous mâche ce que vous allez regarder comme série, qui vous mâche ce que vous allez... Comment vous allez vous habiller, comment vous allez... Exactement. Quel mode vous allez suivre. Donc ça veut dire que là, on n'a plus d'identité, mais on a une marque. C'est ça. Et vous êtes donc, si vous avez une marque, vous n'êtes plus un homme, vous êtes un produit. Exactement. Forcément, ça découle de là. Et si vous voulez, vous êtes le contraire de ça. Vous qui, vous avez un amour de la France vissé au corps, mais vous n'auriez pas pu être autrement. Vos parents vous ont montré l'amour, s'aiment profondément, et pourquoi, tout d'un coup, on voudrait vous dire, vous allez adopter un discours de haine et de violence. Alors ça, moi, ça m'a beaucoup frappé. Si vous voulez, vous avez écrit les grandes et les petites choses aussi. Avant, j'ai beaucoup aimé, hein, parce que je vous connais bien, en fait. Donc, je peux parler avec vous. On n'est pas, il n'y a pas Wikipédia entre nous. Il y a vraiment ce que vous avez écrit. Alors, mais vous aussi, vous voulez vous battre contre ce racisme qui est affreux. Mais vous ne voulez pas le sectionner. Vous voulez trouver ce que vous appelez une troisième voie. Et dans cette troisième voie, on serait en mesure de prendre en compte toutes les souffrances et de les réparer. J'aime beaucoup votre emploi du mot réparer. Vous l'employez comme Maëlys de Kerangal quand elle dit réparer les vivants. Donc vous voulez les réparer parce que vous pensez que l'humain doit s'occuper de tout, sans discrimination,
Mais pour s'occuper de tout sans discrimination, il ne faut pas rester entre soi. Ça paraît difficile. Eh bien, je voudrais vous demander si c'est parce que vous êtes ce que vous êtes, une afro-yiddish, comme vous dites, tourangelle, est-ce que, parce que vous vous définissez comme ça, vous pensez que ce combat est particulièrement authentique? Parce que c'est à vous que vous donnez la parole. Votre combat, tout ce que vous êtes le rend très authentique quand même. Alors effectivement, juste, je voudrais revenir sur quelque chose. Oui, à chaque fois que vous parlez, c'est vraiment pertinent parce que c'est dense et c'est très riche et c'est super. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Le truc, c'est que vous avez parlé de ce parcours littéraire où j'ai commencé à écrire. Et certains, effectivement, ont fait croire que je m'étais trahie à moi-même. Mais je vais vous demander, je vais vous expliquer ça. Que je m'étais trahie à moi-même. Avec n'importe quoi. Tout d'un coup, vous êtes devenu valeur actuelle, c'est ça. Figaro, et voilà. Mais c'est hallucinant. C'est génial. Parce qu'on a voulu faire de moi un produit. C'est ça. Et c'est qu'au lieu d'être avec moi pour me dire arrêtez d'instrumentaliser ces mots parce que c'est pas du tout ce qu'elle raconte, tout de suite on m'a montré du doigt pour dire vous vous êtes trahi à vous-même. Ça fait des années que j'écris et effectivement déjà dans les grandes et les petites choses il y a cette pensée-là. Dans Noir n'est pas mon métier, il y a cette pensée-là. Dans ce que je fais dans ma vie, il y a cette pensée-là. Voilà. On va y revenir parce que c'est quand même très intéressant. Moi, je pense que vous êtes un magnifique exemple d'intégration. Pas d'assimilation, mais d'intégration par votre parcours protéiforme. Vous êtes juriste. Je crois même que vous étiez au cabinet de Jean Peluchon dans les Yvelines. Ça, c'était au moment où j'étais prof là-bas. Je me demande comment se fait-il qu'on ne se soit pas rencontrés. Je vais mettre ça là parce que j'ai peur de le renverser. Donc, vous êtes un exemple d'intégration protéiforme. Vous étiez juriste, comédienne, vous avez quand même été athlète de haut niveau, et ça, je vous le disais tout à l'heure, quand on fait souffrir son corps, quand on avance, en même temps, on se discipline l'esprit. Donc, être une ancienne athlète de haut niveau, je trouve ça génial. Vous dites que vous n'auriez pas pu être ailleurs qu'au pays des Lumières, parce que les Lumières, ça a pour vous un sens, et de l'ouverture au monde, un pays où les mariages mixtes sont possibles, par exemple, et qu'on voudrait vous réduire à la couleur de votre peau, ce qui veut dire vous enlever toute liberté d'expression, vous obliger à embrasser une cause communautaire à laquelle vous sacrifieriez tout. Les valeurs, entre parenthèses, de liberté, d'égalité, de fraternité, la devise républicaine. Et même mon nom. Et vous, donc il faudrait être un troupeau en train de dire c'est ça. La même chose. C'est ça. Je voudrais vous demander, Rachel Kahn, si le vrai terrorisme de notre époque, je ne vous dis pas qu'aller tuer quelqu'un dans un magasin cachère, c'est pas du terrorisme, mais est-ce que le vrai terrorisme de notre époque, qui peut d'ailleurs amener ce qui suit, c'est pas cette intolérance, cette dictature en sourdine, elle est dangereuse, qui empêche à la longue toute expression, mais pire que ça, toute création, toute liberté. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui le terrorisme? Parce que je crois que en fait, quand les gens prennent leur cheval de bataille au nom d'Allah, au nom de n'importe qui, au nom de Dieu, au nom de ce que vous voulez, je crois quand même que c'est une question, ça commence comme ça, cette espèce d'intolérance à l'autre, intolérance à ce qu'il est, quoi. L'intolérance à l'autre, et puis cette complicité en fait de haine qui se conjugue et s'additionne jusqu'à créer le pire. Oui. Et surtout dans le terrorisme, ce que j'entends, c'est la peur. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont dans les replis identitaires, contre l'universalisme, contre l'État, à dire n'importe quoi, du racisme systémique, à opposer les gens entre eux, etc., qui fait qu'aujourd'hui, on a peur de parler. Ça, c'est le terrorisme. Ouais. On a peur de dire ce que l'on pense en Tout à France. fait. Et c'est vrai. Et c'est ça, en fait, qui est terrible. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je sais pas, je dis, bah non, moi finalement, Napoléon, ok, il y a les histoires d'esclavage, mais il a quand même pour la France le code civil, les lycées, le baccalauréat, les monuments, le rayonnement. Je suis pas contre, non pas une célébration, mais une commémoration. Et bien là, je vais avoir un déferlement de haine. Alors, donc je n'ai plus le droit de parler. Alors c'est très étonnant parce que, en plus, ça vient des gens qui sont donc les woke, qui viennent des États-Unis. Ah oui, avec la cancel culture et la pandémie, c'est ça. Et c'est étonnant parce qu'aux États-Unis, on a quand même the freedom of speech, normalement, donc une liberté d'expression. Normalement. Par ailleurs, il faudrait que les gens puissent se taire, et notamment lorsqu'ils sont entre guillemets les racisés. C'est étonnant en fait. Normalement, les racisés devraient être, pour ces gens-là,
des gens qui doivent avoir une liberté d'expression plus que les autres. Mais non, c'est pas le cas. Le vrai intégrisme, il est là-bas. Et puis on est dans ce monde d'indignation permanente. Maintenant, on ne peut plus rien dire. Si vous voulez, vous voyez, ça commence avec des trucs tout basiques. Par exemple, vous ne pouvez plus dire de quelqu'un, sans l'insulter, qu'il est concierge. Parce que sans doute, il y a le mot con dedans. Maintenant, il faut être gardien d'immeuble. Mais vous avez déjà vu un immeuble qui veut se déplacer, il ne faut pas le garder, l'immeuble, quand même. Ça n'a plus aucun sens, ces mots. Ça n'a plus aucun sens. Vous ne pouvez plus dire que vous balayez. Moi, je balaye chez moi. Et vous ne pouvez pas dire que vous balayez, il faut être technicien de surface. Vous voyez, cette peur des mots, vous parliez de peur, cette indignation permanente, mais c'est insupportable. Oui, c'est insupportable. Caroline Fourest, dans son livre Génération offensée, tout le monde est offensé, effectivement, tout le monde doit s'indigner. Mais ce qui est dingue, c'est que les gens qui se pensent offensés pensent qu'ils ont le monopole à être offensés. Mais tout le monde peut être offensé. Si on s'y met tous, si on s'y met tous avec l'ensemble de nos souffrances, nous sommes tous victimes et nous sommes tous offensés. Et après, c'est quoi la solution? Moi, ce que je reproche, ce que j'énonce dans mon livre, c'est qu'il n'y a pas de perspective avec ça. À part s'auto-détruire et se détruire, tout à fait. Il n'y a aucun horizon. Non, mais vous avez entièrement raison. Alors, vous avez participé, je vais revenir sur des choses que vous avez faites, et vous savez très bien à quoi je vais aboutir, parce que franchement, je donne presque votre réponse dans la question, mais je vais vous laisser la donner. Alors, en 2017, vous avez participé au documentaire Ouvrir la voie d'Amandine Gay. Il y avait 24 femmes noires qui témoignaient de leurs conditions. En 2018, vous avez joué dans une pièce de théâtre sur la route, alors qui dénonçait les violences policières, seulement des femmes noires sur scène. Et il y avait Assa Traoré même invitée. Et la même année, vous participez à l'ouvrage collectif Noir n'est pas mon métier, où des actrices noires déplorent le racisme ordinaire du cinéma français. Alors bref, on dit jusqu'en 2018, Rachel Kahn était noire et le revendiquait. Ça, c'est vos détracteurs. Et vous parlez de l'opportunisme, si vous saviez ce que ça fait du bien d'entendre ça, Rachel Kahn, vous parlez de l'opportunisme dérangeant d'Assa Traoré. Vous écrivez dans le Figaro que le discours victimaire des pseudo-antiracistes vous est insupportable. Vous dites que Rokhaya Diallo, pour les gens qui nous écouteront, Rokhaya Diallo, elle a fait une chose très intéressante. Elle a parlé de Banania, elle vous a dit que c'était le symbole de la soumission des dominés. Elle vous a donc envoyé une illustration. Tant qu'on les caresse dans le sens du poil et qu'on chante les louanges de la France, ils nous adorent. Voilà. Et vous avez dit d'elle que c'était une rentière de l'antiracisme. Et on dit de vous que vous êtes un produit culturel, alors que c'est le contraire. Alors, je vous demande si vous avez trahi, mais je vais plutôt vous demander si vous n'êtes pas plutôt incomprise dans votre combat par des groupuscules qui veulent, sous couvert de valeurs, de ces valeurs trompe-l'œil, partage, égalité, liberté. Est-ce que vous n'êtes pas victime de ces groupuscules, enfin victime, je veux dire, incomprise de ces groupuscules, qui veulent instaurer tout simplement une dictature des idées? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé depuis le début, quand on ne retient de vous que votre couleur de peau, oui, on n'a pas besoin ni de vous écouter, ni de vous entendre. Bien sûr, elle parle pour vous. Elle parle pour moi. Qui a lu dans ce collectif, qui a lu les grandes et les petites choses, qui a lu mes articles par rapport à Dieudonné depuis 2014, qui a lu ce que j'ai pu dire ou pu faire aussi en détention et autres. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui était intéressant dans l'article que vous citez, c'est qu'en fait, ils ont pris des images qui ne parlent pas. Sans m'appeler, sans explication, c'est pas du journalisme. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire parler une image. Quand Assa Traoré vient à la fin d'une représentation sur la scène, et par ailleurs, de vous à moi, les metteuses en scène, je leur avais dit ma problématique, est-ce que Assa Traoré vienne sur scène? Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. C'est pas la personne que je pointe du doigt, c'est un positionnement et des idées où on est en démocratie, on a le droit de penser ce qu'on veut quand même. On sort de scène et cette personne-là vient sur scène. Donc il y a une photo qui est prise, je ne vais pas partir. Donc voilà, donc c'est ce cliché-là qui est pris et qui est repris, etc. Après, ce qui est juste intéressant, parce que c'est ce qu'il fallait démontrer dans Racé, c'est cette tenaille identitaire. Et elle a été révélée sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire en fait, cet soi-disant antiracisme racialiste, qui est du racisme, rejoint le racisme de l'extrême droite. Puisque lorsqu'on m'envoie cette photo en me désignant de Banania,
j'espère que tout le monde ici se sent caressé dans le sens du poil. J'espère que je le fais bien. Non mais, donc photo de Banania de la part d'une racialiste. Et ensuite, dans la même journée, ou même moins de 24 heures plus tard, la même photo avec mon visage de Banania d'un facho de l'extrême droite. Voilà. Ça veut bien dire que là, le Banania a cristallisé une pensée qui est la même. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai entendu que vous vouliez en discuter avec Rokhaya Diallo. Mais si vous voulez, à un moment donné, ça sera l'objet d'une question. À un moment donné, je me pose des questions sur la faculté d'écoute. La faculté d'écoute quand on donne la parole à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Parce que je vous dis, donner la parole, c'est dire dans le même temps qu'on écoute cette parole. Ça ne veut pas dire qu'on y adhère, mais qu'on l'écoute. Si on est complètement une forteresse, quand quelqu'un vient vous expliquer cette idée-là, c'est un peu dommage. Et voyez-vous, si, l'admiration que j'ai pour vous, chère Rachel, c'est que vous ne voulez pas être une victime. À l'heure où la victimisation, c'est une manière courante d'être au monde. On est tous victimes, voilà. Vous qui êtes quand même le fruit de deux peuples victimes des pires atrocités de l'histoire du monde. Vous êtes victime, il y a eu des atrocités, vous connaissez les deux dans vos origines. Vous revendiquez comme seule appartenance d'être une Française ouverte au monde, unie aux autres par des millions de liens, en quête d'un socle commun où ce qui unit sera plus fort que ce qui divise. Mais vous ne niez pas les trains de la Shoah, vous ne niez pas les bateaux des migrants qui vont vers les heures sombres de l'histoire, mais vous dites quand même qu'être une victime à vie, c'est aller contre soi-même, se réduire à une peau de chagrin. Donc, pensez-vous que nous soyons aujourd'hui capables de réparer? Est-ce qu'on va pouvoir surimposer à ces mots qui sont vidés de leur substance le vivre ensemble, mais un vrai, pas le vivre ensemble prôné par tous ces gens, le vivre ensemble, la diversité, la mixité des mots qui rétablira un dialogue et qui relèverait non pas de l'entre-soi, mais vraiment de l'ouverture. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop tard? La question est sans doute pessimiste. Est-ce qu'on peut encore rêver de ça? Moi, je vais vous dire par rapport à... C'est vraiment mon expérience. Moi, j'aime bien réfléchir à partir d'une expérience. Bien sûr. Et que ce ne soit pas juste empirique comme ça. En fait, au début, par exemple, avec Racé, effectivement, il y a eu un lever de bouclier par rapport aux personnes que vous citez, mais sans que ces personnes aient lu le livre. Sans qu'ils aient lu le livre. Là, ça c'est intéressant. C'est ça. Bon. Et ensuite, c'est cet élan, en fait. C'est que finalement, ce livre, c'est presque comme s'il avait été dicté par quelque chose qui me dépasse complètement, parce que les gens l'attendaient. Et c'est pour ça que je crois que c'est pas trop tard. C'est que les gens ont envie de ça. Ont envie de discuter, de revenir à des relations saines entre eux. C'est vrai que la période de confinement a fait qu'on s'est encore plus un petit peu refermé sur nous-mêmes. C'était dans un contexte. Et en fait, les gens attendent d'aller à la rencontre d'une surprise, d'un imprévisible qui résonne avec eux. Et les gens sont ouverts, en fait. Les Français sont... De toute façon, les Français sont un peuple ouvert. Oui. Donc, il n'y a rien à faire. Et si on nous empêche de parler, si on empêche d'aller vers l'autre, effectivement, en plus, on aime bien gueuler, etc. Donc, au bout d'un moment, on va tout renvoyer balader, on va trancher, ça nous saoule, et puis c'est tout. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. Avec Racé, il s'est passé quelque chose où j'ai reçu énormément de messages. Oui. Et où, comment dire, j'ai l'impression que ça a permis à beaucoup de gens de parler de ces questions-là. Ça a libéré un peu le langage, libéré les peurs, libéré la parole. Les gens oui. se sont dit, si elle est capable peut-être d'écrire ça, et moi aussi je suis capable de dire non, de refuser en fait ces dogmes, ces prisons identitaires, victimaires, etc. Et je pense sincèrement que si on s'y met tous, mais nous, à notre petit niveau, chacun, c'est possible. Et de toute façon, j'ai l'impression qu'on ne laissera pas faire. En fait, en France, on est le dernier bastion, parce qu'on est tellement ancré dans nos principes régionaux, républicains, universalistes, qu'au niveau du langage et de notre patrimoine, je ne pense pas qu'on laisse faire. Vous avez vu, là, il y a eu la décision par rapport à l'écriture inclusive, oui. Elle n'est pas passée à l'école. Oui. C'est quand même quelque chose. Oui. Il y a d'autres pays francophones où c'est passé. C'est vrai, vous avez raison, oui. Je pense que si on arrive
à refuser et à remettre des gens en place à notre niveau dans des débats, des discours, appeler un chat et dire qu'on n'a pas honte d'avoir nos pensées, nos positions, et surtout qu'on puisse toujours promouvoir l'art et la création et l'indicible, voilà, et ce qui nous relie dans le vibratoire, alors on y arrivera. Être capable aussi de déployer l'intime. Oui. Parce que l'intime, c'est quand même quelque chose de très important. Et si vous ne pouvez pas le déployer, vous tombez dans un silence qui est vraiment une oppression. Hein. C'est terrible, ça. C'est pour ça que ce mot, il vous plaît beaucoup. C'est un mot qui fait partie des mots qui réparent. Oui, parce que l'intime, c'est un peu émouvant. Non, mais l'intime, en fait, pour moi, c'est une infinité. Oui. Et en fait, ce qui se passe avec l'intime, c'est comme c'est infini. C'est votre identité non finie, l'intime. Et donc c'est très précisément l'inverse de cette unité, de cette identité figée, cette identité marque, cette identité marché économique, cette identité marché de la victimisation, cette identité buzz internet. C'est l'intime, c'est cette complexité, l'ensemble de ces nuances. C'est vos mémoires cellulaires, vous pouvez tout faire avec l'intime. C'est une liberté intérieure qui vous permet de tout faire. Et ça, le pouvoir vivre son intimité, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à leur intimité. Tellement ils sont comme des propos, des animaux, lobotomisés. C'est ça, oui, mais c'est ça. En fait, arriver à aller au fond de soi pour ouvrir la porte de son intimité et de voir tout ce qu'il y a dedans et réussir à le vivre, c'est bouleversant. C'est-à-dire que moi je pense par exemple notamment à mes grands-parents, à mon grand-père qui était à Auschwitz. Quand on est à Auschwitz, quand on est en détention, on n'a plus d'intimité, on est comme un animal. Et le problème c'est que quand on est esclave, quand il y a eu beaucoup de manuscrits, de témoignages sur l'esclavage, c'était ce troupeau, c'était ces animaux, c'était ce bétail marqué, qui n'a plus de nom, qui n'a plus de prénom, qui n'a plus de pensée. C'est comme ça que vous nous réduire aussi au nom de l'antiracisme, sans intimité, sans ces différentes couches vibratoires, sans regarder aussi nos morcèlements, nos souffrances à l'intérieur de nous-mêmes, et alors même que nous sommes profondément morcelés, divisés. Et en fait, on veut nous faire croire aujourd'hui que parce qu'on a une seule couleur de peau, c'est notre signifiant maître, et qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas brisé. C'est pas la couleur de peau qui est malade, c'est qu'à l'intérieur, on est brisé et que l'on souffre. Et que c'est parce qu'on a un langage qui est profondément intime, qui n'est pas compréhensible par l'autre, que l'on souffre. Et si le langage que l'on a en commun nous tue, on ne pourra pas y arriver. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et je comprends, mais c'est tout le cheminement du totalitarisme, ça. Tout à fait. Vraiment tout le cheminement du totalitarisme. On a fait ça, on n'a pas fait autre chose avec Solzhenitsyn. On l'a privé de son intimité absolue, et voilà. Et voilà. Ça. Il lui restait rien. 35 kilos quand il est arrivé à Roissy, voilà, parce qu'il était privé de tout. Parce que l'intimité, ça pèse lourd. L'intimité, c'est presque comme c'est la signature de l'âme en fait. Et pourquoi je dis que c'est infini, c'est parce qu'en fait l'intimité c'est ce qui restera après nous aussi. Bien sûr, bien sûr. Vraiment je ne regrette pas de vous inviter. Vraiment je ne regrette pas. Alors actuellement vous êtes co-directrice de la place, donc ce centre consacré au hip-hop. Or, il y a plusieurs militants du hip-hop, évidemment j'allais vous poser la question, qui ont réagi à vos dernières prises de position, qui ont dit que vos attaques contre les activistes antiracistes sont intolérables chez une personne publique qui représente la culture hip-hop. Vous pactiseriez avec la frange la plus réactionnaire des médias français. Pourtant, cette liberté d'expression et de création qui vous a fait choisir le sport, la comédie, la danse, qui vous a fait aimer Jesse Owens. Moi, vous savez, les gens qui aiment Jesse Owens, ce sont tous mes amis. Jesse Owens, voilà. Alors, vous l'avez aimé, qui vous donne envie de danser sur un tam-tam d'Afrique au rythme Kesmer. Est-ce que ça n'incarne pas, justement, votre résistance à toutes les formes d'oppression, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient? Donc, qu'est-ce qui vous reproche là? Pour moi, tous vos choix reflètent la liberté d'expression, la liberté de création.
Et c'est la résistance à toutes les formes d'oppression. Alors, pourquoi il se démarque? Qu'est-ce que c'est? Vous avez dit une fois, vous n'en saviez rien. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que c'est... Non, parce que moi, je ne veux pas parler à leur place. C'est-à-dire que des gens qui vous... En fait, des gens qui mettent un communiqué de presse sur les réseaux sans avoir aucun dialogue en amont, sans avoir lu le livre, sans comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une instrumentalisation des médias parfois, et sans regarder en face mon parcours depuis 20 ans d'aide à la création, d'aide aux artistes, d'ouverture au monde, des jeunes au cinéma, des jeunes au cinéma, absolument, des jeunes en détention, sans regarder ça et ne prendre qu'une bribe d'articles pour ensuite faire ça. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Moi, je ne souhaite pas parler en leur nom, et je sais que beaucoup de gens leur ont demandé, mais alors c'est quoi le problème, et que personne n'a répondu. Moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de répondre à leur place. Je comprends bien. Si après ils ont honte, s'il y a une gêne ou quoi de dire ce qu'ils me reprochent, ça c'est pas ma partie en fait. Je ne peux pas prendre à la fois la responsabilité des deux parties. Ce que vous faites est la réponse à tout ça. Il faut regarder ce que font les gens, il ne faut pas regarder l'idée qu'on se fait d'eux. Non, c'est surtout que sur les esthétiques hip-hop, la création n'a pas de couleur de peau. Ah non. La création, c'est justement, et les artistes, c'est justement les endroits où les questions d'identité n'ont pas leur place. C'est-à-dire, évidemment, on fait avec soi, c'est pas ça le sujet, mais il s'agit justement de dépasser toutes ces questions-là. C'est ça d'accompagner un artiste, avec ses douleurs, avec ses souffrances, pour aller vraiment vers sa liberté. Et le hip-hop, cette culture-là, c'est ça, c'est d'aller vers la liberté, d'aller vers l'égalité, d'aller vers le dialogue. C'est aussi la loyauté, le hip-hop. Donc, on m'a donné une leçon. Je ne sais pas si c'était une leçon très loyale, dans la mesure où je n'ai pas eu de dialogue en amont et que je reçois un communiqué de presse comme ça. Mais après, c'est pas grave, on s'en est expliqué après, malheureusement. Mais le truc, c'est que moi, je reste dans ma pensée, parce que ce livre, ça fait des années, 2 ans que j'ai commencé à l'écrire. Et par ailleurs, c'est un livre qui fait avec l'ensemble de mon expérience et qui est là pour accompagner les artistes. Si les artistes sont contraints aujourd'hui à ne créer qu'en fonction d'une communauté, qu'en fonction d'une religion, qu'en fonction d'un fait social, ce ne seront plus des artistes. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Il n'y a plus d'artistes alors. Voilà, il y en aura plus. L'artiste, il touche à ce qu'il veut. Et il se brûle s'il veut. Voilà, il touche à ce qu'il veut. C'est ce qui fait un artiste quand même. Et donc, moi, dans cette politique culturelle-là, c'est ça, moi, qui m'anime. C'est surtout par rapport à ces dictats, l'impérialisme américain, le soft power. Nos jeunes sont happés par ce qu'ils doivent consommer en termes culturels. C'est ça. Et moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'on a l'exception culturelle pour accompagner les artistes, et moi, j'en ai accompagné beaucoup en hip-hop, et je continuerai de le faire, à mettre les budgets à disposition pour qu'ils puissent créer, à faire en sorte aussi que ces artistes-là fassent partie intégrante de l'ensemble de la politique culturelle nationale. C'est ce que je fais. Oui. Et donc, c'est un truc d'ouverture, et on ne peut pas se dire qu'on n'a pas assez de place dans la politique culturelle nationale et défoncer l'État pour cause de racisme systémique. Pour moi, c'est complètement antinomique. C'est pas comme ça qu'on combat, c'est-à-dire que ce n'est pas la bonne méthode. Non. Voilà. Et là, je pense que vous avez raison. Vous savez, quand Chalandon a écrit le 4e mur, il voulait monter Antigone en plein sur les territoires des combats. Hein, il fallait monter Antigone, voilà. Et là, on s'est aperçu que l'art réunissait des gens qui étaient radicalement opposés et radicalement hostiles. Il a dit, voilà, alors ça c'est pas fait, au bout du compte, mais bon, il avait pensé ça. Il a dit, le jour où tous ces gens-là, les sunnites, les chiites, tous ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne sont pas, monteront Antigone, qui est quand même la résistance à l'oppression là-bas, dans ce cas-là, on aura gagné. Et c'est ça, quoi. C'est ça. Si vous voulez, les choses devraient se résoudre dans la création, et vous, dans ce que vous faites, c'est une manière, la première chose, c'est une manière de résister justement à tout ça. Oui, puis de nous réparer, c'est-à-dire que c'est ça, dans ce truc de la création qui est vibratoire, la création
création, c'est pas dire la table est blanche. C'est-à-dire qu'en fait, l'artiste va vous montrer ce qui ne peut pas être vu. Bien sûr. Donc en fait, là, ce qu'on veut nous faire croire, c'est qu'un artiste doit dire les mêmes mots, tout le monde doit écrire le même scénario, tout le monde doit se plaindre de la même chose, tout le monde doit dire que la table est blanche. Ça c'est pas possible, c'est pas ça, c'est pas ce qui va nous nourrir. Et je le dis souvent, les artistes sont les législateurs de l'ombre, d'aller au plus profond, toujours pour aller réparer de nos humanités, d'aller chercher dans nos fissures, etc. Toutes ces conneries, de race, ce sont des alibis. C'est des alibis, c'est pas la problématique de l'humanité en fait. Non, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai, je pense que vous avez raison. Dostoïevski disait, quand il jouait quelquefois, c'était rare. 2 et 2 font 4, mais moi je trouve que c'est aussi joli qu'il fasse 5. Voilà, ça c'était un très grand mot de Dostoïevski. Mais quand on a c'est Magritte sur ceci n'est pas une pipe. Ouais. Bah ça résume ce qu'est un artiste. Bien sûr, bien sûr. Et on a dit, il y a des tas de gens qui ont réagi très durement à ça, mais quoi mais enfin, il doit bien être une pipe. Là, il y a vraiment la volonté de faire réfléchir. Alors, le débat en France, à mes yeux, c'est devenu une crispation, ce qui va contre toutes les idées philosophiques des Lumières. Alors, j'aime bien quand vous dites crispation parce que j'entends crise-passion. Oui. Vous entendez ça, comme vous entendez souffrance. Vous entendez les mots, vous êtes comme le héros de Frank Luc dans Buveur de vent. Il voyait toujours des choses différentes. Ouais. Et c'était merveilleux, pendant que les autres voyaient rien sur la rivière, mais voyaient l'île au trésor. Je trouve ça merveilleux. Alors donc, engager un débat avec ceux qui rêvent de cancel culture et tous ces gens-là, moi je pense que c'est peut-être voué à l'échec. Mais vous voyez, c'est intéressant de voir le sens étymologique du mot débat. Parce que justement, le débat, ça vient d'un mot latin, battuere, qui voulait dire battre, frapper, rosser. C'était bien le bon sens. Vous voyez, le sens premier, après, il a changé. Au début, c'était contestation, altercation. En 1283, j'ai trouvé ça passionnant. Il a évolué vers discussion, mais il a finalement bien retrouvé son sens de battuere aujourd'hui. Et je vous pose une vraie question sur le monde d'aujourd'hui. Il retrouve son sens belliqueux. Ne plus savoir débattre, est-ce que c'est pas ne plus savoir vivre en démocratie ? Bien sûr, complètement. Moi, je sais que j'ai eu des débats, justement. Je préfère les ébats, moi, plutôt que les débats. C'est coquin. Le truc, c'est que, non, mais on se retrouve à une table pour 15 minutes, 10 minutes. On sait que la personne en face va vous tuer, c'est pas du tout intéressant. Elle se prend pour un guerrier, alors qu'en fait, on va sortir du plateau, tous les deux seront vivants, donc on se calme. Et puis, on ne vous écoute absolument pas. On peut vous mettre des coups, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résonance, il n'y a pas tu dis une phrase, ah oui mais je te réponds sur un mot. Non, on te coupe la parole et machin, et qu'est-ce qu'on va te sectionner encore. C'est ça. L'intersectionnalité. Voilà, c'est ça. On est dans l'intersectionnalité et je te coupe les phrases. Etc. Bon, après, ce qui est intéressant dans un livre, c'est que le livre vit. Et que la pensée est là. Content, pas content, je sais pas quoi. Il est là, le livre. Oui. Et qu'en fait, les gens entreront en dialogue avec le livre. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et vous voyez, je trouve que ce serait bien de revenir au temps des Grecs de la maïeutique socratique, parce que là, Socrate disait toujours, et si on prenait les choses exactement dans l'autre sens ? Parce que quelquefois, quand on croit, quand on est sur un chemin, il faut peut-être rebrousser sur ce chemin pour voir qu'il y avait d'autres chemins qu'on n'a pas pris. Et moi, je trouve que c'est ça qui est important. Parce que, voyez-vous, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est que les autres, et je voulais vous dire ça à ce moment de notre débat, on se découvre dans la relation à l'autre, et on se découvre autre, et on se redécouvre, et on s'enrichit. Et je pense qu'il faut savoir, dans un débat, vraiment faire table rase et être capable de revenir sur nous-mêmes, de rebrousser le chemin. Parce que si vous allez dans le chemin qui est toujours le même, finalement, voilà, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de vie possible. Et ce sens de la remise en cause, il n'existe plus tellement. Tout à fait, mais moi c'est ce que j'ai fait avec Racé. J'ai remis en cause des choses, parce que je sentais déjà que c'était trop puissant, puis que dans cette haine de l'autre, et puis qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, et qui étaient complètement incohérentes avec
les textes fondamentaux qui font avancer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la convention, plusieurs conventions, etc. Et donc de re-questionner l'universalisme, de re-questionner la République, de re-questionner l'ensemble de nos élus, de re-questionner qu'est-ce que c'est que la lutte contre les discriminations, parce que c'est ça le truc. Oui. Et en fait, de dire, oui, à l'extrême droite, il y a des fachos, merci, mais j'aurais pas trouvé d'éditrice. Enfin, il y a combien de livres sur les fachos de l'extrême droite? C'est pas ça qui est intéressant. C'est comment on se remet en cause nous-mêmes face à nos propres intolérances. Moi, il m'est arrivé d'utiliser le mot diversité, il m'est arrivé d'utiliser le mot vivre ensemble, etc. Donc je parle aussi de... Je ne pointe pas du doigt les gens qui parlent comme ça. Je m'intègre aux gens et je réinterroge l'ensemble. Voilà. Et puis, vous disiez, quand vous parliez des mots, vous avez parlé des mots dans tout votre texte, vous avez dit qu'il y avait des mots qui réparaient, puis vous dites aussi qu'il y a des mots qui émancipent, qui nous créent. Et ça... C'est très très beau parce que les mots, le langage, il n'est pas là pour nous réduire quand même, il est là pour nous ouvrir. C'est pour ça qu'on dit d'apprendre des langues, mais c'est pour ça qu'on dit aussi aller chercher dans le langage toute sa profondeur. On en arrive à un vocabulaire SMS réduit, vous avez parlé, l'intuitif, là. On ne peut plus, voilà, c'est ça, on fait des smileys. Alors que bon, chaque mot peut déployer des sens extraordinaires. Et quand vous dites il y a une odeur, qu'est-ce que c'est cette odeur? C'est un arôme, c'est un fumet, c'est une fragrance, qu'est-ce que c'est? Et c'est bien dans l'investigation du mot qu'on va pouvoir trouver l'investigation du langage et aller au plus profond de nous-mêmes. La connaissance de soi, elle passe quand même par le langage. Tout à fait, bien sûr. Il me semble. Totalement. Et en fait, c'est ça que j'ai voulu faire avec le titre Racé. Oui, c'est pas simplement d'être une réponse à raciser, je m'en fous un petit peu. C'est juste de trouver un mot patrimonial et qui veut dire deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que racé, c'est à la fois pur sang et c'est aussi sang mêlé. Donc c'est-à-dire que c'est pur sang parce que racé, parce que c'est un cheval racé, c'est formidable. Mais moi, quand j'y mets plein de races en soi, ça fait un sang mêlé. Et après, c'est au lecteur, en fait, d'aller en liberté choisir un jour cette définition-là, ou plutôt celle-là, ou faire son propre mélange avec ses propres mots. La troisième partie sur les mots qui réparent, c'est vraiment mes mots de manière subjective, en fait. Après, c'est à chacun de se trouver ses propres mots vibratoires par rapport à son histoire. C'est à ça que vous initiez le lecteur. Par rapport à son histoire, exactement ce qu'on aime. C'est ça. Puis en fait, ce qui est joli aussi avec les mots, c'est qu'ils ont des couleurs différentes, ils ont des odeurs différentes, on peut imaginer un toucher, des mots qui vous touchent aussi. C'est très joli ce que vous dites, Rachel Kahn, de toucher des mots et les mots qui vous touchent. C'est très très joli. Parce que c'est exactement ça. Les surréalistes disaient les mots vivent, les mots dansent, les mots font l'amour, mais c'est ça. On ne peut pas dire que les mots c'est quelque chose de terne, d'éteint, noir sur papier blanc. Non. Et puis nous, dans notre dialogue aussi, nos mots s'entremêlent, s'entrelacent, s'intranquillisent, se répondent. Donc on entre dans cette relation-là. Et c'est dans cette relation-là qu'on va sortir d'ici avec une nouvelle identité. Bien sûr, et c'est ça que je trouve, si vous voulez, c'est ça que je trouve merveilleux, et c'est ça en fait que je voudrais créer aux étonnants voyageurs. Parce qu'il faut que dans un entretien, on ne reste pas indemne. Voilà. Rester indemne, on a manqué quelque chose. Moi je dis qu'un livre, je dis qu'une rencontre qui vous laisse indemne, c'est une rencontre ratée. Bien sûr. Alors, je voudrais vous demander, vous faites un clin d'œil en exergue à Romain Gary, vous avez l'air de beaucoup aimer Romain Gary, qui s'affirme raciste d'ailleurs, parce qu'il dit, j'adore la phrase de Romain Gary, la putain d'espèce humaine, qu'elle soit jaune, verte, bleue ou chocolat, ne me donne aucune envie d'y figurer. Donc je trouve ça absolument merveilleux. Vous avez fait un magnifique prologue en signe de clin d'œil à Corneille aussi. Et alors ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était un coup de génie, Rachel Kahn. Corneille, c'est un maître des mots. Et vous écrivez, on connaît tous la tirade du Cid, au rage, au désespoir, aux vieillesses et nuit. Et vous en faites au race, R-A-C-E-S, virgule, au désespoir. Je trouve ça absolument merveilleux. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, même si elle n'a pas le temps, il faut que je l'interviewe, il faut que je fasse une rencontre avec elle.
Donc, tant qu'il existe cette fluctuation des mots et de leur sens, ce jeu que vous faites, cette possibilité de les retourner dans tous les sens, même M. Pierre Corneille, la langue reste vivante. Et si la langue reste vivante, la société restera mouvante. Et peut-être qu'on est susceptible de métamorphose. Donc moi, si vous voulez, je n'ai pas beaucoup d'espoir en l'avenir, mais dans l'avenir des mots. J'ai l'impression que les mots, ils vont pouvoir nous faire bouger. Tout à fait. Mais tout à fait. Vous pensez ça aussi? Complètement. Si on choisit ce qu'on, avec le goût, en fait, avec ce qu'on va se mettre en bouche, avec nos bouches qui savent encore embrasser, malgré. Donc nous, avec cette bouche-là, à la fois on se maintient en vie avec l'alimentation, mais aussi on peut dire des choses, et ces choses-là, il faut faire attention à ce qu'on se met dans la bouche. Et là, en fait, c'est les racisés, les afrodescendants, les machins, c'est la malbouffe du vocabulaire. C'est du McDo. Du McDo c'est ça. Voilà, des mots comme ça. Afrodescendant, c'est affreux, quoi. Et donc là, si on fait très attention, si on utilise des mots de qualité, ce qui veut dire des mots, en fait, qu'on choisit. Oui. Parce qu'on a quand même, on n'a pas à acheter les mots pour pouvoir les employer, c'est quand même, les mots sont gratuits. Bien sûr. Donc on peut quand même utiliser des jeux. Il n'y en a pas qui coûtent moins cher que d'autres, c'est ça. C'est ça. Les mots sont gratuits, on peut utiliser des mots qui ont de la valeur, des mots riches de sens, de notre profondeur et de ce qu'on veut exprimer tout au fond. Pas des mots génériques. Ça veut rien dire. C'est ça. Pas des mots génériques. Et en fait, si le mot n'est pas juste, j'ai toujours expliqué ça à mes élèves, si on ne ponctue pas et si on n'a pas de mot juste, il n'y a pas de pensée. Pas de ponctuation, pas de pensée, pas de mot juste, pas de pensée. Oui. Le mot, il doit être juste. Et puis aussi, il y a ce truc entre le fond et la forme. Déjà, le mot juste, c'est important, parce que si on vise l'harmonie, il nous faut des mots justes. On n'est pas sinon on est en disharmonie, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe, oui. Mais quand on a le fond et la forme ensemble sur un mot, sur des mots pour pouvoir dialoguer, c'est là où en fait on entre dans la beauté de l'humanité. Et je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire moi dans Racé, de choisir les mots, de choisir l'écriture, de choisir comment ça sonnait aussi, les sonorités des mots. Parce qu'en fait, comment dire, c'est pour la beauté dans son ensemble, du fond et de la forme, on peut mourir. C'est vrai, on peut mourir pour la beauté. C'est sûr. Je pense que... Alors je vais vous poser maintenant une dernière question, une question imbécile. Ça, c'est la question qui n'a aucun intérêt. Super. Aucun intérêt. Parce que là, je crois qu'on a tous entendu très bien votre propos. Est-ce qu'il y a un livre, Rachel Kahn, qui a été pour vous un essentiel? Quand je vous dis qu'il y en a un, vous pouvez me dire qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y en a un que vous gardez dans votre... Tout le temps. C'est Gros câlin. Gros câlin. Je note ça, parce qu'après je vais l'écrire. Gros câlin. De Émile Ajar. Oui. Émile Ajar, qui était l'autre nom de Romain Gary. Est-ce que, dans la vie, un film vous a fait cet effet? Est-ce qu'il y a un film qui a été pour vous fondateur? Alors, ce sont des questions qui ne sont pas intéressantes, mais qui sont intéressantes quand même, parce que les gens aiment bien connaître un peu plus. Moi, je dirais Au revoir les enfants. Ah, le film de Louis Malle. Qui en fait, c'est un film essentiel du début de ma relation aussi avec le cinéma. Et j'ai appris il n'y a pas très longtemps que c'était quand même inspiré de l'histoire de Gilles Jacob, que je connais un peu. Et Gros câlin, vous l'avez aimé pourquoi? Parce que c'est un livre de Romain Gary? C'est-à-dire, non, c'est pas ça. Justement, c'est parce que ce n'est pas un livre de Romain Gary. Ah, d'accord. C'est vraiment un livre d'Émile Ajar. Avec une écriture totalement singulière qui dit beaucoup de nos solitudes. C'est un livre sur la solitude. C'est toujours avec un décalage. Et le personnage principal, c'est un gars qui est paumé en fait, qui est paumé. Et il y a cette autodérision, et ces petits commentaires, ce phrasé que j'adore moi chez Émile Ajar, où en fait, je sais pas, il va dire, voilà, la table est blanche à cause du sol. Il aime bien cette forme, à cause de, voilà. Et ça, moi je trouve ça magique, et puis
tellement avant-gardiste. Il l'a écrit en 1973 et il décrit le personnage de Mademoiselle Dreyfus. Oui, oui. Parce que Monsieur Cousin, le personnage principal, est amoureux de Mademoiselle Dreyfus, qui est une Guyanaise, et donc a la peau noire. Il n'ose pas la draguer parce qu'elle a la peau noire, donc il se retrouve très précisément dans, entre guillemets, les blancs repentants qui sont idiots utiles et qui dressent le tapis rouge aux replis identitaires et à la haine. Il n'ose pas la draguer parce qu'elle est noire et qu'elle croirait qu'il est raciste. Et ce qui est génial avec Mademoiselle Dreyfus, c'est que là, c'est le génie de Hajar qui dit oui, parce qu'elle est guyanaise, parce qu'en Guyane, il y a beaucoup de Dreyfus à cause du tourisme. Oui. Et donc, c'est une personne qui n'est pas coupable. Parce qu'en fait, la couleur de peau, il avait déjà décelé qu'à cause de cette couleur de peau, elle n'était pas coupable. Et c'est très précisément ce qui se passe dans la logique victimaire. On crie qu'on est victime pour ne surtout pas être coupable. Et pour culpabiliser les autres. C'est ça. C'est ça. Je comprends, c'est très intéressant. Très intelligent. Non, mais en plus, vous allez rigoler. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez retenu dans votre parcours magnifique une citation? Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose que vous avez envie de citer, à part Horace au désespoir? Ce que tu perçois de la beauté du monde. Oui. T'engage, donne liberté à ton geste et à ta voix. Ce que tu perçois de la beauté menacée du monde t'engage dans ton lieu. T'engage dans ton lieu. D'accord. Édouard Glissant. Édouard Glissant. J'avais lu ça. Ouais. Très belle citation, ça résume tout ce que vous êtes. Et puis là, ça résume aussi l'endroit où nous sommes. Oui. Avec ces falaises, avec cet endroit. Il faut préserver des lieux comme ça, c'est très important. Des lieux de falaises où on a envie d'aller découvrir l'autre côté de nous-mêmes à chaque fois. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez, Rachel, un rêve pour le futur qui ne soit pas que tout le monde vive ensemble? Est-ce que vous avez un rêve? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de... je ne sais pas. Est-ce que dans votre pensée, il y a quelque chose dont vous rêvez? Oui. Dites-moi, Moi, si vous voulez. Non, si. Enfin, moi, c'est très politique parce qu'en fait, j'ai réalisé que mon travail, c'était de la politique politique, en fait. Ouais, de la politique politique. Enfin, des tentatives avec l'art et la création. Je rêve, ça serait vraiment formidable, que l'art et la culture, cette délégation-là, soient au centre de l'ensemble des politiques économiques, environnementales, sociales, territoriales, jeunesse, santé, sécurité, solidarité, que la culture et la création soient au centre de ça, à chaque fois. Vous auriez dû le dire à Elisabeth Dupuis. Je pense qu'elle va annuler sa réunion pour venir vous écouter. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à notre entretien? Non, je voulais vous remercier du fond du cœur. Parce qu'il y a eu ce moment-là d'échange. En réalité, c'est bouleversant. D'accord. Mais vous savez, l'émotion est partagée. C'est vraiment... j'étais persuadée que nous aurions une très belle rencontre. Mais c'est une très belle rencontre et j'espère qu'on restera en contact. J'espère qu'on restera en contact. Parce que franchement, c'était... parler avec vous, ça a été parler simplement, mais parler de choses tellement essentielles que, voyez-vous, entre ce qu'on se dit aujourd'hui, ce qu'on va se dire demain avec Simone Schwarzbart, je pense qu'on pourrait faire avancer le monde très, très, très vite. Oui, et puis très, très, très vite. En fait, c'est ce truc où de faire avancer le monde, qu'il y a quand même des signaux en fait qui sont envoyés, c'est-à-dire que vous disiez il n'y a pas de hasard, et puis quand on écrit un livre, il n'y a pas de place au hasard. De toute façon, on se laisse pénétrer par des choses
on va chercher des choses au fond, on essaie de ne plus mettre de filtre pour les livrer, etc. Et ce qui se passe, nous, à ce moment-là, en 2021, dans ce contexte-là, moi, je vous parle beaucoup d'amour aussi de mes parents, de la Shoah, de l'immigration de mon père, et qu'on se retrouve en Bretagne aussi, c'est un vrai sens sur cette côte, et sur les vents, les marées, les marins, la pensée archipélique d'Édouard Glissant. Et surtout, la première fois que j'ai rencontré Simone, c'était avec Édouard. Je l'ai revu tout à l'heure, mais la dernière fois que je l'avais vu, c'était avec Édouard Glissant. Et c'était quand Édouard lui avait remis le prix Carbet. Le prix Carbet. Le prix Carbet. Donc en fait, c'est comme une espèce de... On est obligé de se retrouver au bord de la falaise pour reprendre quelque chose de l'histoire, en fait, recoudre encore quelque chose. Mais merci Rachel Kahn, c'était un moment formidable.